Tout de suite, c'est la revue de presse internationale avec Hélène Frad. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de cette première revue de presse de l'année, l'attentat évidemment dans la nuit de samedi à dimanche contre cette boîte de nuit d'Istanbul. On le rappelle, un assaillant a tiré sur les personnes qui participaient à ce réveillon et il y a tué 39 personnes. Le Figaro évoque une nouvelle épreuve pour la Turquie, tombée depuis un an dans une spirale de la violence. Une vague d'attaques terroristes revendiquées par des groupes armés kurdes ou attribuées au groupe État islamique qui a fait plus de 400 morts en près d'une année. Alors que l'attentat de ce week-end n'a pas été revendiqué et que son auteur, vous l'avez dit, est toujours en fuite, le chercheur Bayram Balsi affirme dans Libération que tous les éléments, la cible, le mode opératoire, la date, font penser à une attaque du groupe État islamique. Un attentat facilité par les carences du renseignement turc, victime des purges qui ont suivi le coup d'État manqué d'après Libé, qui rapporte que près de 90% des effectifs des services de renseignement au sein de l'intérieur ont été écartés. Un handicap auquel il faut ajouter le temps perdu par Recep Tayyip Erdogan, qui a tardé à combattre réellement le groupe État islamique. Et c'est ce que rappelle le géographe Jean-François Pérouse, qui précise que le président turc n'est entré dans une guerre ouverte contre l'organisation djihadiste qu'au moment du lancement de l'opération Bouclier de l'Euphrate, c'est-à-dire au mois d'août dernier seulement. Selon ce chercheur, le fait que le pouvoir criminalise ses opposants, les hommes politiques, les journalistes, les universitaires, au même titre que ses ennemis armés, constituerait par ailleurs un nivellement qui rendrait son action contre le terrorisme difficilement lisible et peu efficace, je le cite. Dans la presse française, il y a également beaucoup question ce matin de l'ouverture ici à Paris du procès de Théodorin Obiang, le fils du président de la Guinée équatoriale. Celui qui est lui aussi vice-président du pays est accusé entre autres de détournement de fonds et de corruption d'après la Croix, qui annonce que ce procès est une première en France contre ceux qui détournent les avoirs des pays pauvres en Afrique, notamment pour le placer dans les pays riches. C'est ce qu'on appelle, vous l'avez dit, les biens mal acquis et qui, dans le cas de Théodorin Obiang, s'élèverait à plusieurs millions d'euros, détournés sur une partie de la rente pétrolière de la Guinée équatoriale. La Croix, qui parle d'achats somptuaires, notamment de l'acquisition d'un hôtel particulier avenue Foch avec hammam, discothèque et parc automobile exceptionnel, indique que deux autres familles africaines sont visées par la justice française pour des biens mal acquis. Le président congolais Denis Sassou Nguesso et l'ancien président gabonais Omar Bongo, qui lui est mort en 2009. Deux autres présidents également visés par les ONG Transparency International et Sherpa n'ont pas été, eux, poursuivis. Il s'agit de l'Angolais Eduardo dos Santos et du Burkinabé Blaise Compaoré. L'intérêt supérieur de la France a-t-il prévalu, demande le journal. On peut s'interroger. Aucun Saoudien ni Qatarien n'est inquiété en France, répond Thomas Hoffnung, qui est l'auteur du scandale des biens mal acquis, qui rappelle que les sommes détournées n'ont pas été perdues pour tout le monde, transitant par des banques françaises, dépensées dans les grands palaces parisiens ou encore chez de grands couturiers. Voilà, Théodore Obiang qui a priori ne sera pas présent au premier jour de ce procès. Ses avocats demandent un report de cette procédure. Les journaux français qui reviennent aussi ce matin sur les vœux prononcés par François Hollande pour 2017, ces derniers. D'après le Figaro, le président qui a présenté samedi soir les derniers vœux effectivement de son quinquennat a multiplié les mises en garde, des vœux sombres et inquiets qui dessinent un paysage politique et international cataclysmique selon le journal, qui évoque notamment la mise en garde de François Hollande contre la montée du Front National. L'Opinion qui rapporte que sa patronne Marine Le Pen a finalement décidé de se tourner vers son père, précise qu'il s'agit là de son micro-parti, Cotelec, micro-parti de Jean-Marie Le Pen. Elle emprunte 6 millions d'euros que les banques refusent de lui prêter, selon elle. Quoi, Marine Le Pen emprunterait de l'argent à son père, qu'elle a fait exclure du FN en 2015, avec lequel elle n'aurait plus de contact que par avocat interposé, s'amuse le journal, qui précise que cette structure, la Cotelec, comme cotisation électorale, a été créée en 1988 par Jean-Marie Le Pen et qu'elle fonctionne grâce aux dons et aux prêts des sympathisants du FN, dont l'ancien président doit adorer qu'on vienne lui manger dans la main après lui avoir montré la porte, je cite. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. On se retrouve juste après la pause. La météo, on viendra encore largement évidemment sur l'attentat qui a frappé une boîte de nuit d'Istanbul. Le soir du réveillon, un assaillant a tué 39 personnes dans cette boîte de nuit.